Donc ça, c'était pour la partie transmédia. Et à côté de ça, on avait notre R&D nouvelles écritures qui était de la pure création web. D'où est venue d'ailleurs la webfiction qu'ensuite on a structurée dans cette plateforme studio. Mais au départ, on s'est dit, bon, on va faire des web documentaires qui ne sont pas liés à une des antennes du groupe, mais aussi de la webfiction, des formats courts, de l'animation, toutes sortes de choses qui sont de la pure création web. Inédite et innovante si possible, puisque comme vous le savez sur le web il y a une infinité de propositions narratives, on y trouve le pire comme le meilleur, et nous la seule raison d'être qu'on pouvait trouver, c'était se dire comment nous, France Télévisions, on peut faire de la création pour le web en étant innovant, donc pas aller chercher ce que font déjà d'autres très bien, mais du coup amener un petit peu de savoir-faire éditorial et un petit peu d'argent, hein, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, c'est pas parce que le pôle média ne donne pas d'argent que personne ne doit en donner. Si à un moment tu veux pouvoir prétendre à des aides, mais si à un moment tu veux pouvoir prétendre à des bourses, à des aides, à des fonds publics, eh ben, il faut un minima qu'il y ait un diffuseur derrière qui mette lui aussi de l'argent en pot, sinon ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on finance des œuvres de création tous ensemble. Donc voilà, ça peut avoir du sens que France Télévisions s'investisse dans de la création web, puisque a priori, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, et je pense que c'est là où toutes les stratégies de groupe divergent, c'est que la direction des nouvelles écritures, c'est comme une unité de programme. On est une entité à part entière. Souvent, les gens nous confondent avec FTVEN, France Télévisions Édition Numérique. FTVEN, c'est beaucoup de monde, c'est aussi des grosses équipes, c'est des gens qui font beaucoup de choses comme vous faites c'est M6 Web, en fait. Exactement. C'est télévision web. C'est de la télévision de rattrapage, c'est des dispositifs de social TV, c'est des plateformes de témoignage, c'est toutes sortes d'accompagnement et d'encadrement et de dispositifs numériques digitaux qui accompagnent les programmes de France Télévisions. Nous, ce qu'on fait, c'est différent. C'est vraiment important de le rappeler parce que souvent, on vient nous proposer de faire des sites ou de faire des choses qui ne sont pas nous. Et nous, on dit, bah non, nous, on fait du programme, on raconte des histoires. D'ailleurs, moi, mon équipe, une quinzaine de personnes aujourd'hui, elle est constituée essentiellement d'un type de profil qu'on appelle conseiller éditorial, chef de projet numérique, qui est l'équivalent du conseiller de programme d'une antenne. C'est important de le savoir parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent une idée, un auteur, des producteurs, des réalisateurs dans un suivi éditorial et artistique d'une création, d'une œuvre audiovisuelle, qu'elle soit linéaire ou pas linéaire. C'est exactement la même façon dont on suit une web-série qu'on va suivre un webdoc très expérimental. Et donc leur métier, nous d'ailleurs, nous ne sommes pas des informaticiens, ni des développeurs, ni des... Dieu merci. C'est très bien, c'est tout à fait louable comme métier aussi, mais moi par exemple, je suis nulle. Je suis incapable de comprendre parfois des termes techniques très poussés. Heureusement, on est encadré. Enfin, on est encadré. On travaille justement avec les différentes équipes du web qui nous accompagnent pour trouver toujours en fonction de la meilleure histoire qu'on a envie de raconter, parce que c'est toujours l'histoire qui prime. Ensuite, on va aller travailler avec des gens bien plus expérimentés que nous, avec des experts, qu'ils soient en interne ou des gens qu'on identifie, soit avec le producteur, soit des gens qui sont spécialistes en leur domaine sur tel ou tel sujet. Je pourrais vous donner plein d'exemples plus tard. Et puis on va aller et on va effectivement faire ce travail avec des coachs là, donc manipuler les projets et les manipuler de telle sorte que on se remet tout le temps en question pour être sûr que cette belle histoire qu'on a envie de raconter, on va la raconter aux bonnes personnes et surtout au bon endroit, avec éventuellement la bonne navigation, la bonne ergonomie et la bonne expérience utilisateur derrière. Donc ça c'est vous savez la cerise sur le gâteau, la fameuse expérience utilisateur.
Donc au début, on travaillait un peu tous azimuts dans ces deux directions. Et puis, l'expérience faisant, les projets sortis, des grosses gamelles aussi. Et ça, j'aime bien le dire, et tu sais que je le dis à chaque fois. Ce que j'aime, et le luxe qu'on a, nous, à France Télévisions, c'est qu'on a le droit de se planter, c'est qu'on est véritablement un laboratoire où on essaye plein de trucs. Alors, le côté non routinier, c'est que il n'y a aucun projet qui se ressemble. Donc chaque projet doit tester un nouveau truc, un nouvel usage, un nouvel outil, une nouvelle narration, un nouveau sujet, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux producteurs. C'est important aussi. Alors je fais toujours mes petites apartés, mais je continue, hein, c'est pas grave. C'est important aussi. L'année dernière, à la conférence de presse de rentrée, Rémi Fimelin disait cette année, il y a 40 nouveaux producteurs qui ont travaillé avec France Télévisions. C'est important parce que France Télévisions est souvent taxée de clientélisme, favoritisme, etc. J'ai pas peur des grands mots, mais c'est important de dire que sur ces 40 nouveaux producteurs qui sont rentrés en gros dans le giron de France Télévisions l'année dernière, 20 sont rentrés par les nouvelles écritures. Alors si vous faites un petit ratio, alors 15 personnes, un budget de, allons-y tout de suite, 4 millions d'euros, ça paraît énorme, peut-être comme ça, mais c'est pas beaucoup dans un groupe comme France Télévisions. Je ne connais pas le chiffre exact du budget de programme, mais ça avoisine, c'est le milliard. Et donc, si vous faites le ratio, la moitié des nouveaux producteurs entrés par les nouvelles écritures, qui sont quand même toutes petites et humbles équipes, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, on a quelques éléments de satisfaction comme ça qui nous font dire que finalement on n'est quand même pas tout à fait dans le faux. C'est que on a aussi une quarantaine de prix en festival et on a effectivement eu certains projets qui sont pas forcément des succès d'audience, mais qui sont des succès d'estime et qui ont été salués par la critique, mais on a aussi d'autres projets qui ont fait d'énormes audiences. Alors effectivement, on est sur des thématiques qui sont propres au service public, mais je cite parce que j'aime beaucoup ce projet Génération Quoi tout à l'heure, quand on sait que 250 000 répondants ont participé à l'enquête pour plus de 22 millions de réponses, puisque le questionnaire c'était quand même 150 questions. Déjà nous au début on s'est dit mais jamais de la vie personne ne va au bout d'un questionnaire de 150 questions. Eh bien si, les gens sont venus, les gens sont restés, et les gens, quand je dis les gens, c'est que tout le monde pouvait participer, mais c'était essentiellement un projet qui avait vocation de proposer à la génération Y, qu'on n'avait volontairement pas voulu nommer, donc c'est pour ça que le projet s'appelle Génération Quoi, à cette génération, donc les jeunes, hein, grossier mot, les jeunes, de se définir elles-mêmes. Et en fait, ça en fait la plus grande enquête statistiquement jamais réalisée sur une population donc cette enquête-là, ben voilà, elle a beaucoup généré de papiers, de critiques positives, hein. Et puis elle suscite un débat chez le politique, elle suscite un débat parce qu'il y a des sociologues qui analysent les éléments de ce dispositif transmédia, qui sont en train d'écrire un livre blanc, et puis surtout, elle a tellement marqué les esprits chez nous qu'on est en train d'en faire la suite. On est en train de travailler sur un énorme projet qui s'appelle Génération Europe, et on a emmené avec nous nos partenaires européens, donc les diffuseurs publics européens avec qui on discute régulièrement dans le cadre de conférences qui sont menées par le BU, l'UR. Mais ça c'est vraiment, voilà. Tu as raison de citer ce projet, il est magnifique, je pense. Enfin, si vous ne le connaissez pas encore, Génération Quoi, c'est vraiment, ça vaut le coup. Et sur la forme et sur le fond, d'aller voir comment c'est fait, comment ça a été construit. Et c'est vrai que cette espèce d'essaimage européen, enfin c'est presque un format, ça devient un format. Ça devient un format puisque aujourd'hui les différentes chaînes évidemment s'approprient l'objet. Alors il a un petit peu évolué, il a un petit peu changé, et ce sera des formats un petit peu plus courts, mais qui seront adaptés et incarnés par des animateurs des chaînes qui ont pris le format. Mais du coup c'est chouette parce qu'on a créé un format, nous aux Nouvelles Écritures, voilà, notre petite équipe, on a créé un format. Bon, je vais passer sur ce projet-là, parce que c'est un parmi les 75 projets qui sont en ligne, et ce serait un petit peu
dommage de... 75 projets en 4 ans, ça fait grosso modo un projet par mois en 4 ans. Non, mais ce qui est colossal. En fait, du coup, je continue dans ma réflexion sur les différentes orientations éditoriales. Là, on avait ces deux activités qui étaient quand même globalement assez opposées en termes de comment on les travaille et même d'intégration en fait avec les équipes de France Télévisions. Il y avait un côté où les nouvelles écritures, on était un peu vraiment tout seul avec des producteurs, mais ce qui permet de pousser vraiment l'expérience narrative. Et puis les choses évoluant, effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on pousse d'une part le transmédia d'un côté avec les chaînes et qu'on pousse surtout les chaînes à s'approprier cette activité-là. Et donc la façon dont on voit les choses aujourd'hui, c'est que probablement le transmédia devrait être aspiré à terme par les chaînes. C'est-à-dire qu'un conseiller de programme d'une antenne aujourd'hui qui fait une très bonne fiction, je vais citer des trucs maison forcément, mais Canal le fait déjà très bien avec ses créations originales, mais un Calt ou je sais pas, cette semaine là, ce soir, La vie devant elle, la production de Ciné TV, typiquement le conseiller de programme qui suit le projet de fiction devrait à terme, tous les conseillers de programme devraient être formés comme ça, être capables d'imaginer comment son programme y vit en dehors de son antenne. Et surtout, comment on poursuit, comment on rallonge, comment on prolonge les histoires en dehors de cette antenne-là. On l'a très très bien fait avec l'opération Love Lose autour de Plus belle la vie, où en fait on a vraiment raconté une fiction parallèle qui avait évidemment des points d'impact dans la série, puisque la promesse était très forte, puisqu'on proposait à l'audience de choisir du destin d'un des personnages, en plus très emblématique de Plus belle la vie, parce que là depuis 10 ans, qui est le personnage de Mélanie, où en fait on proposait à l'audience d'aider Mélanie à faire le choix entre deux hommes. Dilemme terrible pour une femme, voilà. Et en fait, dans la série, elle se pose ce dilemme, et en fait, on a créé tout un univers avec une plateforme qui est comme un mini réseau social où les gens viennent raconter en fait leur loose amoureuse. Ça s'appelait Love Lose, qui a très 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 bien marché, hein, parce que là, encore une fois, on parlait avec Thomas tout à l'heure, on s'adapte à notre public. Là, on est sur le public de Plus belle la vie. On sait qu'on s'adresse plutôt à une femme 20-25 ans, plutôt urbaine, connectée, dont les passions sont... dans les centres d'intérêt, il y a la thématique amoureuse. Et très clairement, on a créé un usage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus se raconter, parce qu'en fait, on impliquait l'audience, bien évidemment, mais raconter leurs galères amoureuses sur cette plateforme-là. Et peu à peu, en fait, les personnages de Plus belle la vie sont venus aussi se raconter sur cette plateforme. Et puis, on a mis en place tout un système de jeu où, en fait, l'audience était amenée à enquêter sur un des deux mecs et à proposer, en gros, à Mélanie à faire son profil psychologique et à savoir qui était le meilleur homme pour elle. Et en vrai, on a tenu la promesse parce qu'on a travaillé, bien évidemment, avec les scénaristes du feuilleton. Donc, il y avait évidemment des points d'impact dans le feuilleton régulier qui créait la passerelle en fait entre les deux univers. Et à la fin du dispositif, les 4 gagnantes en l'occurrence, on aurait bien aimé un peu de parité, mais ce sont surtout les femmes qui se sont démontrées très expertes en la matière. Les 4 gagnantes en loose amoureuse, les 4 gagnantes sont allées à Marseille, ont tourné un épisode web avec Mélanie, et à l'antenne, on a joué le jeu puisqu'on avait tourné les 2 fins et que ça a été quasi simultané la bonne fin qui a été diffusée.